Il est si doux à la paresse intellectuelle d'être cantonné dans l'empirisme, d'appeler un fait un fait. Cette phrase résume parfaitement votre position, chère interlocutrice, car vous ne cherchez pas à intégrer la dimension subjective de l'art, ni à intégrer sa dimension historique. Vous vous trompez dans la définition même de l'empirisme. Il ne s'agit pas d'expérience ou de vécu personnel lorsqu'on parle d'empirisme, mais bien d'expérience au sens d'expérimentation, pour que cela nous conduise à des faits, aux factuels qui soient observables et déductibles par l'ensemble et le commun des mortels. Vous placez donc le style empire dans la même catégorie que la physique, la chimie et les sciences brutes, ça n'a aucun sens. L'empirisme repose exclusivement sur l'expérience, sur les faits, et il exclut a priori les systèmes, donc tout ce que l'être humain crée engendre de sa volonté, tout ce qu'il établit de non observable scientifiquement, naturellement, à l'état brut, tout ce qui ne naît pas d'un constat et en fait l'objet d'observation, de tâtonnement et d'expérience menant à une vérité générale vers laquelle nous convergeons tous. Le style empire, comme vous l'avez très bien défini, est un style décoratif qui a vu le jour à l'ère napoléonienne, associé à une esthétique grandiose et majestueuse, une époque pendant laquelle l'Empire privilégiait la grandeur, tout ce qui est imposant et massif, à l'image de l'empereur et de ses ambitions. Mais le goût de ce dernier n'a rien de hasardeux, rien d'expérimental. Il n'a pas vocation à établir des recherches à travers des observations pour converger vers un fait auquel nous adhérerions tous. Non, son goût est nourri par ses aspirations politiques à lui et par son culte de la personnalité. Il n'y a rien de factuel à un style décoratif, rien d'observable qui puisse mener à un consensus général, si ce n'est les règles qui en ressortent. Parce que oui, évidemment, tout courant artistique présente des règles et des lois qui permettent de l'identifier. C'est comme les mathématiques d'ailleurs, on se base sur des procédés empiriques pour aboutir à des résultats que l'on souhaite, mais les maths ne sont pas empiriques. C'est une invention de l'homme qui se base sur des théories abstraites. Et c'est la même chose pour le style. Le style en tant que tel n'est pas empirique, il émane d'un être humain, de son influence, de son goût, de son interprétation du monde et de l'art. Tenez par exemple, si vous aimez Picasso, nous pourrions avoir deux interprétations fondamentalement différentes d'une même œuvre, auquel cas l'empirisme serait mis à mal. Et le style empirique en particulier, le style empire, pardon, est marqué par des éléments symboliques qui s'inspirent, comme vous l'avez dit, souvent de références mythologiques égyptiennes, et éloignent donc son expression artistique des observations directes et factuelles du monde, donc de l'empirisme. Et puis, c'est bien d'avoir rappelé le contexte historique dans lequel l'empire a vu le jour, à travers les campagnes d'Italie et d'Égypte. Mais il faudrait également parler d'empire, du régime de gouvernance. Le style empire a pris son essor effectivement sous les directives de Napoléon Ier, et il a fortement été influencé par ses campagnes, comme vous l'avez rappelé. Le style empire est donc engendré par le concept même de l'empire. Et l'empire, c'est un héritage, c'est une invention née de la divinité qui est elle-même une croyance humaine. Cette croyance est héritée à travers les siècles depuis l'Empire romain. Personne n'est au-dessus de l'empereur, il est divin. Le fondateur de l'Empire romain lui-même porte le nom d'Augustus, qui veut dire majestueux. Les empereurs qui héritent de ce titre deviennent la personnification de Dieu sur terre. Et de la même manière, Napoléon, le 2 décembre 1804, s'autoproclame empereur des Français et n'hésite pas à poser la couronne sur sa propre tête. Après tout, rien ni personne ne peut exercer une quelconque autorité sur lui, pas même le pape. Il est divin. Il est supérieur à tout et à tous. L'Empire n'est qu'un héritage, une invention elle-même issue de croyances humaines, la croyance du divin que l'on ne peut pas observer à l'état brut dans la nature. Par exemple, la Révolution, à l'inverse, peut être vue comme empirique, car elle n'est pas née d'une invention de l'homme, mais du constat qu'ont fait les Lumières sous la monarchie, celui que tous les hommes doivent avoir les mêmes droits. Dès lors qu'une population est soumise, une révolution éclatera. C'est le constat qui a été observé dans la nature de l'être humain. Alors que la monarchie et l'empire, eux, ne sont pas nés d'un constat, mais de cette croyance divine qui s'est transmise de génération en génération comme un héritage, alors même qu'elle n'est pas universelle. L'empire existe bien parce qu'un homme a poussé ses aspirations jusqu'au bout, s'inspirant de la croyance qu'il était divin. Le style empire existe bien parce que ce même homme, avec son goût et avec l'aide de deux architectes, a imposé son goût pour la grandeur et l'a répandu sur toute l'Europe à travers ses campagnes. Certains apprécieront cet homme pour ce qu'il est et pour ce qu'il a fait.
d'autres sans doute pas. Et c'est normal, c'est un homme pourvu de sa raison et de sa conscience auquel nous ne sommes pas tenus d'adhérer. Rien de ce que crée l'homme n'est empirique. Tout provient de sa raison. Et pourtant, il est si difficile de le voir, car il est si doux à la paresse intellectuelle d'être cantonné dans l'empirisme. Les cloches sonnent, la foule s'amasse, les enfants courent afin d'avoir une place au premier rang, et les adultes se tassent. Soudain, un silence. Le silence d'une foule en admiration. Dans la file qu'on observe, on distingue un homme. Voilà Clovis, premier roi des Francs, qui vient d'être couronné. Cet événement marque la naissance de l'histoire du royaume de France. Voici que ce pays est maintenant gouverné par un roi. Au total, ce royaume aura connu 64 rois qui se sont succédés afin de diriger et protéger cette terre que nous appelons la France. Ce qui se passe en France n'est pas unique, loin de là. Des royaumes, il y en a eu, et il y en a encore aux 4 coins du monde. C'est le régime de gouvernance le plus répandu. Bien entendu, tous les royaumes ne se ressemblent pas. N'oubliez pas que chaque pays, chaque royaume peut choisir la manière dont va être désigné son nouveau chef d'État, son nouveau roi. Ainsi, le royaume est un territoire qui est dirigé par une personne que l'on nomme roi, ou titre honorifique similaire. Cette idée de donner un pouvoir décisionnel à un seul individu, qu'il soit élu par un conseil ou héritier direct, est intrigante. Elle existe depuis la Mésopotamie, s'est développée dans les différents continents sur plusieurs temporalités, sans qu'une influence de la part d'autrui soit à l'origine de cette adhésion. D'où vient cette conception? Universelle et pourtant unique à chaque peuple, vieille des premières civilisations et toujours d'actualité dans notre temps moderne. Cette conception, cette idée a été insufflée aux hommes. Quelle entité est universelle et unique à chacun, existe depuis le début de l'humanité et a pour but d'éduquer l'humain? Quoi d'autre, à part le divin? Depuis la naissance du royaume, l'individu chargé de diriger, protéger et faire perdurer la grandeur du royaume a toujours impliqué la divinité. Pharaon, Sapinca, empereur, roi, tous sont les chefs religieux et politiques de leur terre. Prenez quelques secondes afin de trouver un royaume ayant aucune dimension divine depuis le début de l'humanité. Vous ne pouvez en trouver, car il n'en existe tout simplement pas. Royaume et divinité sont liés. Le royaume est une conception de la divinité. Une conception en 2 niveaux, qui n'implique pas la même chose. Il y a une conception humaine de la divinité. Il faut comprendre conception comme étant le résultat matériel qu'on se fait d'une idée. Ainsi, le royaume est le résultat concret de l'humain au sujet de la divinité. Celle-ci étant immatérielle, on l'aperçoit avec notre âme, ou bien pour certains avec des signes, mais elle reste tout de même distante et spirituelle. Il a donc fallu un moyen concret pour que les humains puissent comprendre et communiquer avec la divinité. Ce moyen n'est rien d'autre que le royaume et la figure du roi. Ici, le roi est chargé de faire le pont entre l'humanité et la divinité. C'est par lui que la divinité insuffle. Et, pour certaines religions, il existe également une autre dimension au royaume. Il ne s'agit pas là des royaumes terrestres appartenant à des pays, mais d'un royaume céleste. Ici, comprenez que la conception vient directement de la divinité et prend la forme de la meilleure des récompenses. De même qu'un enfant est conçu d'un homme et d'une femme pendant 9 mois, le royaume céleste est la conception divine offerte pour nous, les hommes.
c'est le royaume originel. Ainsi, le royaume est bien la conception de la divinité par l'homme, mais aussi par la divinité. Il est cette solution et ce cadeau. À l'heure où la royauté a laissé place à la République et le divin n'est plus une priorité, il restera toujours un royaume dans lequel les portes vous seront grandes ouvertes. La démocratie et la République sont deux concepts chers à notre société. Ils représentent nos valeurs et nous en sommes fiers. Ces régimes ont marqué l'histoire par des caractères ineffaçables, au même titre que les religions qui se sont succédées. Tirant leurs racines d'une antiquité très largement polythéiste, comme l'a dit ma contradictrice, elles n'en sont pas moins les enfants, mais plutôt des contemporains qui se sont partagés le trône de l'histoire. Il est en effet important d'insister sur la notion de paganisme. Ce sont les chrétiens qui, au IVe siècle, ont rassemblé sous le terme païen toutes ces peuplades qui étaient polythéistes et qui n'étaient donc pas chrétiennes jusqu'alors. Ma contradictrice a, je le reconnais, énoncé deux faits qui ne souffrent d'aucune contestation. Premièrement, ce sont les Grecs et les Romains antiques qui ont établi pour la première fois la démocratie et la République. Je n'ai rien à redire dessus. Et secondement, ces populations sont de facto païennes car elles ont précédé le christianisme. Seulement, là où ma contradictrice commence son tour de prestidigitation, c'est lorsqu'elle nous annonce que ces deux faits, pourtant indéniables à l'origine, sont tout aussi indéniablement corrélés l'un avec l'autre. Avec un tel raccourci, nous pourrions imaginer n'importe quoi comme cette situation. Vous conviendrez que l'Italie et la Grèce connaissent un climat méditerranéen, ensoleillé, plutôt chaud, et on peut donc légitimement se dire que les populations sont très largement homogènes. Alors, selon cette logique, pourquoi ne dirions-nous pas la démocratie et la République, l'héritage d'un antique bronzage? Non, ça n'a rien à voir, c'est complètement différent et ça ne fait aucun sens pour nous. Eh bien, quand on y réfléchit, il est de même concernant l'impact du paganisme sur l'instauration et le développement de ces régimes antiques. En effet, le seul lien qui peut les unir, c'est qu'ils étaient contemporains. Oui, le polythéisme était présent en même temps que la démocratie et la République. C'est encore une fois indéniable. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils s'impactent l'un et l'autre. Car en fait, la vie même était réglée par le polythéisme, leur culte, les fêtes, mais de la même manière que nous, la France du XXIe siècle, la plupart des journées fériées nous viennent du christianisme. Or, nous savons bien que la religion n'impacte que très peu la situation politique. Ce sont simplement deux lignes directrices majeures qui se suivent. Elles peuvent se croiser, mais ne se superposent jamais. Puis, lorsque nous nous penchons sur la construction même du panthéon grec ou romain, eh bien, on remarque qu'il s'oppose en tout point au concept même démocratique et républicain. En effet, il n'y a que 12 divinités. Nous sommes bien loin de toutes les personnes qui forment le monde politique actuel, comme a tenté de nous faire croire ma contradictrice. De plus, ces divinités représentent une classe largement privilégiée par rapport aux autres, et en plus de ça, comme si ça ne suffisait pas, elles règnent pour l'éternité. Je crois que nous avons là un magnifique exemple d'oligarchie, bien loin des deux autres. Si réellement le paganisme était une source d'inspiration majeure pour la démocratie et la République, pour quelle raison la société des hommes serait à ce point différente de celle des dieux? Pourquoi le droit divin s'y effacerait totalement au profit du droit des hommes, alors que cette bénédiction des cieux est clairement un socle pour d'autres régimes comme les empires ou les monarchies qu'on a évoqués précédemment? C'est en dehors de la religion qu'il faut chercher et comprendre les fondements de ces régimes antiques. Ce n'est pas par un élan de conscience religieuse soudaine que la démocratie s'est imposée à Athènes ou que la République s'est construite à Rome. Ces tournants ont été nourris par des enjeux simplement sociaux, mais essentiels. Et c'est au fil des siècles que ces régimes se sont affinés. Ce n'est pas parce qu'ils étaient païens, chrétiens, juifs, orthodoxes, taoïstes, peu m'importe. C'est parce qu'il y en avait besoin. Cela n'a rien à voir avec le paganisme. Tandis que la royauté pourrait être un bloc solidement ancré dans le divin, il faut comprendre les autres comme de la terre glaise, pouvant être modelée à l'infini selon les volontés du potier. Solon a été le premier artisan, il mit la main à la pâte et sortit la démocratie. De même, le Sénat romain reprit ses travaux et créa la République.
Mais c'est en 3 siècles d'existence qu'elle atteint sa forme, car elle connut de nombreuses réformes, chacune répondant à un besoin précis. Mais n'oublions pas le paganisme de la religion, car en parallèle, elle a toujours conservé son importance majeure. Personne ne l'a contredit, car elle était la vie même des gens jusqu'alors. Simplement, elle se tient à l'écart et ne participe pas à tous ces chamboulements. Il est indéniable que la démocratie et la République antique ont partagé en même temps une des périodes les plus célèbres de l'histoire. Néanmoins, si la France a un héritage chrétien, de même qu'Athènes et Rome ont un héritage païen, démocratie et république restent néanmoins laïques et sont simplement le fruit de notre passé changeant.